Destination Francophonie vous emmène en Palestine. Le mot Palestine vient des Philistins qui arrivent de Grèce sur ce territoire au XIIe siècle avant Jésus-Christ. Jusqu'en 1948, le terme désignait l'ensemble du territoire sous mandat britannique. Pendant cette période, les musulmans, les juifs et les chrétiens jouissaient tous de la citoyenneté palestinienne, disparue avec le retrait de la Grande-Bretagne et la création de l'État d'Israël. Les frontières officiellement revendiquées par le gouvernement de l'État de Palestine sont aujourd'hui celles de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. Je vous propose un tour de la Palestine. Nous irons à Naplouse, Bethléem, Hébron, Ramallah et même jusque dans la bande de Gaza pour vous faire découvrir la culture des Palestiniens. Le knafa se constitue de deux éléments essentiels, c'est la pâte et le fromage. Nous partirons à la rencontre de francophones qui expriment leurs attentes et leurs espoirs. Comme Palestiniens, nous avons l'espoir que peut-être un jour, nous allons avoir la liberté et démolir les murs. Je rencontrerai aussi des Palestiniens passionnés de langue française. Apprendre une langue étrangère comme la langue française, il s'agit d'une fenêtre qui a une vue sur le monde. Car contre toute attente, la langue française est bien présente au cœur de ces territoires. Embarquement immédiat pour une destination pas comme les autres, la Palestine. Bonjour, vous entendez ce calme, ce silence? Je suis ici en pleine nature, à quelques kilomètres de Ramallah, et c'est sur ce chemin, apaisant, inspirant, que je voulais commencer avec vous ce voyage en Palestine, loin, bien loin des images véhiculées habituellement sur cette partie du monde. Je vais rencontrer des francophones palestiniens exceptionnels qui vont vous faire découvrir leur culture, leurs traditions et leur profond attachement à cette terre, et tout cela en français. Notre première étape, c'est Naplouse, la grande ville au nord de la Cisjordanie. Vous êtes prêts? Alors c'est parti pour un voyage en francophonie en Palestine. Naplouse est nichée au cœur d'une vallée. Pour la visiter, j'ai rendez-vous avec Yacoub. Il a été assistant de langue arabe en France et il vient juste de revenir dans sa ville natale pour travailler comme professeur de français. Yacoub. Salut. Salut. Ouais, ça va? Ça va bien? Ouais, ça va. Je suis ravi de te rencontrer, on est chez toi. Ouais, c'est à Naplouse. C'est Naplouse. Oui, c'est à Naplouse. Qu'est-ce qu'elle a de spécial cette ville? En fait, cette ville, comme vous voyez, il y a plein de circulation, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de voitures, beaucoup de taxis. Et quand on vient ici, on sent la convivialité avec les gens. C'est bizarre cette ville parce qu'on a l'impression qu'on est totalement entouré de collines. Oui, en fait, nous sommes dans une vallée. Autour de nous, il y a deux montagnes. Là, c'est la montagne de Haïbal et là, c'est la montagne de Jerzim. En fait, la montagne de Jerzim, l'hiver se distingue par l'ombre et par l'explosion des puits de l'eau. Par contre, celle-là, c'est toujours ensoleillé et il y a toujours le soleil, c'est chaud, c'est bien. Mais il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Si on habite à Naplouse, Ouais. l'idéal c'est d'avoir un appartement là-haut pour l'été Ouais. et là-bas pour l'hiver. Oui, c'est ça, oui, oui, oui. Ok, on y va? Oui, on y Pas va, mal oui. Allez, tiens. أو تيرس، دراي أو تيرس. Ah là là. دراي أو تيرس. سلام. شكرا. Donc là on rentre dans Naplouse avec ces petites ruelles. Oui, des commerces partout et des gens, il y a beaucoup de circulation ici. Malgré, comme tu trouves, c'est étroite. On arrive à passer. Oui, mais on arrive à passer, oui, c'est ça. Bonjour. Parfume. Ah. Parfum. C'est Le parfum de Naplouse. parfum de Naplouse, oui. On dit que tu ressembles à un acteur. Ah merci, je pense que Shukran, Choukran, je pense que c'est bon. Merci. shukran, shukran.
Là, on est dans le souk. Oui, dans le souk, mais le souk qui s'appelle Khan el-Tujjar. Khan. Khan, je pense que c'est un mot turc qui signifie le marché. Parce qu'ici, alors, on a un peu de tout, quoi. On a des magasins de vêtements, on a des pâtisseries, des jouets, il y a même de la viande. Il y a un mouton qui est pas très bien là. Ouais, Et ça, ouais. on trouve de tout ici. De plus, on trouve aussi les magasins qui vendent les desserts. Des desserts. Est-ce que tu connais des gens de desserts ou non? J'ai entendu parler du knafé. Ah, les knaf, oui, alors c'est ça maintenant, t'as visité Naples ou non? Non, jamais. Ah, mais c'est bien. Mais j'ai entendu parler. Tu me montres? Mais on y va. On y va? On va manger de la knafé. Oui, on va manger. Et tu me perds pas, hein. Non, t'inquiète pas, même si t'es perdu, demande à quelqu'un. Jacob Hawash. Il y a comme Nawash. Oui, et on me demande après, moi. qui va arriver. En général. Oui, on y va. Salam alaikum. Salam alaikum. Je te présente Brahim, c'est celui qui fabrique le knafe ici. Enchanté. Brahim, تقدر تحكي لنا كيف تعمل الكنافة؟ Il va nous expliquer comment il fait le knafe. على راسي طبعا الكنافه بتيجي من عجين وجبنه Le knafe, شغلتين اساسيتين ok, le knafe se constitue de deux éléments essentiels, c'est la pâte et l'ajin ou le jubn, et le fromage. Et ça se mange. Oui, ça se mange. C'est plutôt pas mal. Plutôt mal. Alors c'est quoi la suite? On prend le plat et on y va. C'est parti pour la fabrication du knafé. On est pas la bouche. هلا هون Ah, mets ça là-dedans. هيك C'est des vermicelles quoi. Des gros vermicelles jaunes. Ok, donc on mélange. Oui. حطه هون Après, on mange ici. Ok. Ah oui, c'est que ça tamise en fait, c'est un gros tamis. Et on a la pâte de knafé. Et après, qu'est-ce qui se passe? هيك بتكون جاهزه لشغل الكنافه En fait, la pâte, après, doit être faite avec un grand plat en cuivre. العجين Maintenant, la pâte, C'est beau hein? رش الذهب douche de dahab, c'est-à-dire on met de l'or. Mais de l'or. De l'or. نفرد هاي On tourne. نوزع على جميع الحصص. على المرحله الثانيه بنحط الجبنه عليها. La deuxième étape, c'est on va mettre le fromage. هاي جبنه بقريه من حليب البقر Il s'agit d'un fromage du vache. D'accord. Il faut que ce soit de petits morceaux. C'est quand même long et difficile hein, quand même de faire un knafé. Hein. Faut de la patience. Hein. Après, on le prend, ça ici, Ouais, على النار sur le feu. d'accord. يعني 8 دقائق 8 دقائق 10 C'est 8 minutes, entre 8 minutes, 10 minutes. بطيب صدر اكبر من شوي تبعد شوي Waouh. Génial. Ça va? Ça va? انت بتمسك ايش كيف Attends. Et tadam. شوي عبد الله بس خليه يصور Sucre et de l'eau. شوي عبد الله شوي عبد الله Ibrahim, pourquoi tu aimes cuisiner le knafé? بقول لك ليش انت بتحب تعمل الكنافه؟ طبعا بحب اعمل لي كنافه Je dis que c'est mon métier et j'aime rendre les gens plus heureux comme toi. Merci. الله Ouais, deux. 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 Ah, vous parlez un peu français. Shukran. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا Naplouse est aussi la ville la plus jeune de Cisjordanie grâce à l'université An-Najjar, la plus grande des territoires palestiniens. Narda est professeure de biochimie et de biologie moléculaire. Elle a étudié plusieurs années à l'université de Bordeaux, l'un des nombreux établissements supérieurs français avec lesquels l'université An-Najjar mène des coopérations. Bienvenue à l'Université nationale de Najjar, mon université que j'adore. Là, on peut voir toute la ville de Naplouse.
Donc ici, on est dans le campus tout nouveau, tout neuf, tout beau. C'est une des universités plus anciennes en Palestine. Elle a été fondée dans les années 1970. Là, on trouve toutes les spécialités scientifiques, médicales. On a 23 000 étudiants. On a pas mal de francophones, surtout les professeurs qui ont fait leurs études en France, notamment moi. Ce que je vous propose, c'est d'aller découvrir les laboratoires de la faculté de médecine, là où il y a pas mal d'étudiants qui sont en train de manipuler et de faire des expériences. Alors, suivez-moi. Depuis 90 ans, l'université An-Najah forme des générations d'étudiants palestiniens dans tous les domaines. Avec ses 15 centres scientifiques, les sciences sont la discipline phare de l'université. C'est dans l'un de ces laboratoires que Narda enseigne aujourd'hui. Ici, on se trouve dans le laboratoire de biochimie où on trouve des étudiants, bonjour, qui sont en train de manipuler, de faire leurs expériences. Alors, ma blouse, elle est originale, elle est aussi palestinienne, si vous voulez. Beaucoup de professeurs ici ont fait leurs études en France parce qu'en fait, avoir un diplôme en France, c'est très bien réputé ici en Palestine. On peut travailler de suite. Alors, j'espère que pour ces jeunes étudiantes de continuer leurs études et d'aller peut-être se former à l'étranger et surtout revenir éduquer les jeunes Palestiniens aux universités palestiniennes et de leur motiver aussi de continuer leurs études, revenir travailler après en Palestine. Ben voilà, c'est la tour de l'horloge. C'est le Saint-Paul de Naplouse. Ah oui. En fait, il s'agit d'un cadeau offert par le sultan Abdelhamid II à l'époque de l'Empire ottoman. À l'époque, les habitants de Naplouse aimaient bien les montres, aimaient bien les heures, les horloges. Et toi aussi, t'aimes bien les montres? Oui, et c'est la raison pour laquelle moi j'aime les montres. Il est 5h05. Oui, c'est l'heure du thé. Et pour ça, je vais tout ramener dans un endroit très sympa. Pour boire du thé. Oui, pour du thé. Oui. Super. On y va. On y va. Allez. Eh, tu m'as promis Ah, un oui. thé dans un endroit sympa. Merci, hein. Je t'en prie, c'est normal. C'est beau, Naplouse comme ça. Ouais, c'est normal. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ta ville de Naplouse? En fait, j'aime la ville en général. J'aime les gens. J'aime leur solidarité. Les habitants de Naplouse, ils pensent toujours aux autrui. Si on voit quelqu'un qui souffre de quelque chose de mal, on s'adresse toujours pour résoudre ce problème, pour mettre cette personne dans un état très mieux. Qu'est-ce que la langue française t'apporte au quotidien? En fait, apprendre une langue étrangère comme la langue française, il s'agit d'une fenêtre qui a une vue sur le monde. C'est pas sur... Pas seulement sur Naplouse. Oui, c'est ça, vraiment. La langue dépasse la classe, l'universitaire, la ville, les pays et les frontières. Je poursuis mon voyage dans l'un des centres religieux les plus importants de Palestine, Bethléem. C'est le lieu de naissance de David, le roi d'Israël, et le siège d'un des lieux saints du judaïsme, le tombeau de Rachel. D'après la Bible, c'est aussi le lieu de naissance de Jésus de Nazareth. Pour découvrir la ville, j'ai rendez-vous avec Lily, une guide qui apprend le français à l'Alliance française. Elle m'a donné rendez-vous devant la basilique de la Nativité. Salut Lily. Salut Yvon, bienvenue à Bethléem. Comment ça va? Ça va, je suis ravi de te Tout rencontrer. bien? Eh, c'est joli ça. Oui, c'est le travail de mon grand-mère. Comme tu sais, les broderies, c'est l'aspect plus important pour notre identité palestinienne. Ici, là, tu m'accueilles devant
le monument le plus important de Bethléem, c'est l'église de la Nativité. Oui, nous sommes devant la basilique de la Nativité. La Nativité, la première église a été construite par l'empereur Constantin, mais le plus important, l'existence de la grotte de la naissance dedans. Et puis la porte, elle est toute petite là. Oui, si vous voyez les gens entrent pour une porte petite, cette façade a été modifiée plusieurs des fois. Et la troisième était au temps de Ottoman. Nous parlons du XVIIe siècle. Et nous appelons cette porte la porte de la humilité. C'est parce que Il faut se baisser exactement comme ça, pour pouvoir entrer. La basilique de la Nativité est l'une des plus vieilles églises du monde. Elle est bâtie sur le lieu de naissance présumé de Jésus de Nazareth. Plus de 2 millions de visiteurs du monde entier viennent la visiter chaque année. Outre la basilique, le site comprend des couvents grecs, latins, orthodoxes, franciscains et arméniens, ainsi que des jardins en terrasse. C'est un lieu sacré pour des centaines de millions de pèlerins qui viennent s'y recueillir. Lily veut me présenter deux frères architectes, Elias et Youssef Anastase. Ils ont tous les deux fait leurs études d'architecture en France et sont très célèbres dans leur domaine en Palestine. Ils travaillent sur un réaménagement de la grande place de Bethléem. Cette place est d'abord un incroyable lieu de vie. Avant de rencontrer Elias et Youssef, nous assistons à un flash mob de jeunes Palestiniens qui militent pour la paix. Ils sont là. Bonjour, comment ça va? Très bien. Yvon te présente Youssef Bonjour. et Elias Anastase. Salut Elias. Ouais, enchanté de vous rencontrer. Ça vit cette place. Ouais, on est au cœur de la ville de Bethléem, bordé par l'église de la Nativité, le centre de la paix, la municipalité, la mosquée d'Omar. Et puis c'est le débouché de la vieille ville de Bethléem. Et donc c'est une place qui est, par ses géométries, assez exceptionnelle dans le contexte du tissu urbain des vieilles villes palestiniennes. Et donc un des enjeux du projet sur lequel on travaille, c'est de trouver la manière dont les gens vont s'approprier de cet espace public. De la convivialité en fait, c'est ça? Ouais, créer plus de convivialité et mettre en place les éléments qui permettront un usage plus naturel de l'espace public à Bethléem. Vous me montrez comment ça se matérialise sur les plans? Avec plaisir. Voilà, on est au centre de la paix et on a actuellement une exposition qui montre l'intervention qui va se concrétiser sur la place durant les mois à venir. Ça, c'est le plan de la place où on voit l'intervention en gris là. Et l'idée, en fait, pour nous, c'était le vide était quelque chose de très important dans la place, surtout en Palestine, dans le contexte de la Palestine où il y a une densité de plus en plus forte, de préserver l'idée du vide. Donc du coup, l'intervention est très minimale et elle se focalise sur l'idée de créer des emmarchements autour des arbres afin que les gens puissent s'approprier les escaliers. Et du coup, les emmarchements suivent la forme des arbres en créant cette espèce de vague où le public peut venir, les citoyens peuvent venir en fait s'asseoir autour des arbres. D'accord. L'idée, c'était aussi de préserver la flexibilité de la place. On a développé toute une série de mobiliers urbains. Comme ça? Comme ça, D'accord. qui sont pas du tout fixes, qui sont sur roulettes, qu'on peut bouger tantôt dans cet espace-là, qu'on peut prendre sur la place, où les gens peuvent utiliser comme support pour déjeuner, dîner, etc. Pourquoi c'est intéressant de mener des projets architecturaux en Palestine? C'est intéressant de penser à l'architecture en Palestine car on est dans un moment où, avec les conditions politiques et l'occupation, l'architecture est quand même un moyen de préserver les territoires et de penser à comment l'architecture peut créer une forme de résistance dans les villes. Quand on parle de francophonie à Bethléem, il y a un établissement incontournable, c'est le Collège des Frères. Il fait partie du grand réseau des frères des écoles chrétiennes, fondé par le français Jean-Baptiste Lassalle en 1680 et qui scolarise 1 million d'élèves dans 78 pays à travers le monde. Bonjour les enfants. Comment ça va? Ça va bien. À Bethléem, le collège est dirigé par le frère Daoud, une figure respectée dans toutes les communautés. La spécificité de ce collège lassalien, tout d'abord, elle se trouve dans la ville où Jésus est né.
Nous avons ici 3 langues, l'arabe, l'anglais et le français. Nous avons ici des chrétiens, des musulmans, des chrétiens de toutes les confessions, les musulmans de tout le monde. Ici, la spécificité aussi, la fraternité entre tout le monde. Nous sommes les descendants, les enfants de Jean-Baptiste de La Salle, celui qui a introduit l'enseignement de français dans ses écoles au XVIIe siècle. Nous croyons à l'ouverture des langues, c'est-à-dire de présenter à nos enfants une culture différente de leur culture. Et par la langue, on peut connaître la France, on peut connaître la culture française. Donc c'est essentiel pour les enfants qu'ils apprennent le français. Et on tient à ça. On va écrire les carottes. Faites attention. La langue française est présente dans toutes les salles de classe. Dalia est professeure de français et pour elle, enseigner cette langue est une véritable passion. J'essaie de transmettre à mes élèves d'aimer la langue française, puisque moi j'adore le français, j'adore la France. J'essaie de convaincre mes élèves de parler une langue étrangère, pas seulement l'anglais, mais d'autres langues. Comme on sait, à Bethléem, c'est une ville touristique, donc il y a plein de gens de France qui viennent ici ou des gens qui parlent français. Alors pourquoi pas, nous les Palestiniens, on parle aussi français. Il y a un autre acteur de la francophonie à Bethléem, c'est l'Alliance française. Fondée il y a 20 ans, elle propose des cours de français et organise toute l'année des manifestations culturelles, notamment la fête de la musique. Pour Iskandar, le président de l'Alliance française, sa présence à Bethléem ne doit rien au hasard. Pourquoi l'Alliance française à Bethléem? C'est parce que la ville de Bethléem est considérée comme une ville francophone en raison de la présence des institutions étrangères, françaises, et la présence des pèlerins, des touristes qui viennent à Bethléem. Et de fait que des Palestiniens francophones qui habitent la ville de Bethléem cherchent un endroit pour se retrouver entre eux, pour se retrouver en France en étant en Palestine, et l'idée était de ramener la France ici à travers l'Alliance française. Quand on aime quelque chose, il ne faut pas le garder pour soi. Ce mur entoure toute la ville de Bethléem. Qu'est-ce qu'il représente? C'est le mur de barrière. Selon nous, les Palestiniens, et selon les Israéliens, c'est le barrière de sécurité. Tu peux appeler le mur comme un serpent parce qu'il entre dans le cœur de la terre palestinienne. Par exemple, il coupe Bethléem des petits quartiers. Il fait combien de mètres de haut? Alors, comme tu vois, le mur fait 9 mètres de haut, spécialement dans les zones où les Palestiniens habitent. Vous pouvez voir que tout le mur est là de graffiti et tous les graffitis parlent de le conflit palestinien-israélien, parlent de l'oppression que les Palestiniens vivent et encore parlent de l'espoir que peut-être un jour que cette mur ait été démoli. La première personne qui a commencé avec les graffitis était Banksy. Et Banksy a créé un hôtel. Oui, Banksy a construit un hôtel, il s'appelle le World of Hotel et c'est près là. On y va? Là-bas. Il aime se présenter comme l'hôtel avec la pire vue du monde. Le Wild Off Hotel, qui veut dire littéralement emmuré en anglais, créé par l'artiste britannique Banksy, a ouvert ses portes il y a 5 ans. Dès que l'on pénètre dans l'hôtel, on reconnaît tout de suite son univers. 9 chambres, toutes aménagées par l'artiste, ne reçoivent que 25 minutes de lumière directe par jour. Plus les chambres sont près du mur, plus elles sont chères. C'est le cas de l'étonnante suite, remplie comme les autres, de véritables œuvres d'art de Banksy. L'hôtel accueille aussi un musée et une galerie d'art où sont exposés de nombreux artistes palestiniens. On se met là, Lily, un trou dans le mur et Jérusalem en face. Oui, nous ne pouvons pas aller à Jérusalem, mais nous pouvons la voir assez. Lily, qu'est-ce que tu aimes le plus, toi, dans ta vie, là?
Les habitants de Bethléem sont très spéciaux et sont très aimables et très généreux. Je dis que nous sommes très spéciaux parce que nous souffrons beaucoup de l'humeur et de la situation politique ici, mais nous, comme Palestiniens, nous avons l'espoir que peut-être un jour nous allons avoir la liberté et démolir les murs. Et qu'on pourra peut-être traverser le mur. Oui, oui. Lily, si tu avais un mot en français préféré, ce serait lequel? Mon mot préféré en français, c'est liberté, parce que comme Palestiniens, nous n'avons pas la possibilité de vivre en liberté. Et devant le mur, ça prend tout son sens. Exactement. Destination Francophonie vous emmène en Palestine. Destination Palestine. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour la suite de notre voyage en Palestine. Après Bethléem et Naplouse, nous allons continuer notre découverte de cette francophonie palestinienne. Pour cela, je vous emmène d'abord à Hébron. C'est là-bas que vit un couple franco-palestinien, Chantal et Anouar. Ils sont très célèbres dans toute la ville. Allez, je vous raconte cette histoire d'amour et de francophonie. Chantal est française, Anouar est palestinien. Cela fait 42 ans qu'ils vivent une histoire d'amour dans la ville d'Hébron. Lors d'un voyage en Palestine, Chantal a eu un coup de foudre pour le pays et son futur mari, qui a été un temps ministre de la Culture. En 1997, ils décident de créer l'association Hébron France. Ils offrent d'abord des cours de français de qualité aux enfants de la ville. Mais rapidement, ils proposent également des actions sociales en faveur des habitants, comme des groupes de parole pour les femmes. Alors justement, je suis né à 200 mètres d'ici. J'ai vu que ma ville d'enfance est vide. Et donc, je voulais faire revivre cette ville dans tous les domaines, notamment dans le domaine social. Il n'y avait quasiment pas de structure pour les jeunes dans la vieille ville. Ce qu'on veut transmettre, c'est le fait qu'on peut s'amuser en apprenant les notions de la non-violence, on peut s'amuser en fabriquant des petits objets qu'on donnera aux visiteurs, on peut s'amuser en apprenant. Ça, c'est très important. Je suis toujours animé par la volonté de faire connaître la ville, l'histoire de la ville, et j'avais envie vraiment de contribuer à ce que cette ville redevienne un bijou culturel, un bijou historique, faire revivre ma ville. Il est vrai qu'Hébron est peu présente dans les circuits touristiques de la Palestine. Pour changer cette situation, Chantal et Anouar ont formé des guides francophones comme Rouloud. Hébron est surtout connu pour abriter le tombeau des patriarches, mais la ville recèle d'autres richesses culturelles. Pour les découvrir, je rejoins Rouloud sur l'un des toits surplombant la vieille ville. Quelle belle vue! Magnifique! Bonjour Rouloud. Bonjour. Ça va, je suis ravi de te rencontrer. Oui, moi aussi. Où est-ce que tu as appris le français? J'ai pris le français à l'université d'Hébron et je travaille à l'association Change culturel Hébron France depuis 2011. Donc c'est toi qui fais découvrir cette belle ville d'Hébron. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, ta ville? Oui, bien sûr, comme tu as dit, c'est une grande et belle ville. Et aussi, on a cette vieille ville qui est très magnifique, qui date de la période mamelouk. Si on parle de la période mamelouk, on parle de 1250. Hébron, c'est la capitale économique en Cisjordanie. Il y a plus de 200 000 habitants à Hébron. Si tu vois les magnifiques architectures de la vieille ville, si tu vois les petits trous sur les toits, on a la belle moucharabiyeh. Les moucharabiyeh. Oui, et tu sais pourquoi? Non? C'est pour les femmes. Un moucharabiyeh. Ah oui, c'est pour que les femmes regardent sans être vues. Très bien, c'est spécialement pour les femmes. On regarde parce que tu sais que les femmes aiment bien voir qu'est-ce que se passe et les hommes ne peuvent pas voir les femmes. Alors c'est parti la visite d'Hébron. Oui. Je
vais te montrer la vieille ville d'Hébron. Le cœur de la ville. C'est ça. Nous descendons avec Khouloud dans les ruelles de la vieille ville. Hébron est connu dans toute la Palestine pour son artisanat et notamment son travail du verre et de la céramique qui remonte à l'époque de la domination romaine. La tradition du verre soufflé demeure à Hébron, et plus particulièrement dans le quartier des souffleurs de verre où se trouvent encore de nombreuses verreries artisanales. Le verre d'Hébron est réputé pour ses couleurs, jaune, vert et surtout le célèbre bleu cobalt, obtenu grâce à l'oxyde de cobalt. Une autre particularité d'Hébron, ce sont ses douceurs, notamment ses spécialités pâtissières et ses fameux loukoums. Au coin d'une rue, nous tombons justement sur une autre tradition culinaire de la ville. Et là, qu'est-ce qu'il fait, le monsieur? Ça, on appelle en arabe ataïf. Elle ressemble le grep. Ça, c'est très connu, spécialement pendant le ramadan. D'accord. Chaque jour dans le ramadan, après l'iftar, chaque famille, elle fait ça. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Alors? Very good. C'est vrai? Oui, c'est pas mal. C'est bien? Et c'est pas mal de manger ces crêpes? Allez, bon. Allez, je vais te montrer le pressoir de sésame, quelque chose de très traditionnel à Hébron. D'accord. Allez. Allez, bienvenue au pressoir de sésame. Et Ça, là, c'est un pressoir. C'est beau, hein, comme objet. oui, c'est beau, parce que les vieilles pressoirs de sésame, ça fait, on parle de son nom. On a le sésame là. D'accord. On met le sésame au milieu. On met au milieu. On met au milieu. D'accord, ok. Après, il faut quelque chose pour tourner cette grande pierre. Et c'est quoi, alors? C'est le chameau. C'est le chameau? Ah. Donc, il y avait un chameau qu'on a amené jusqu'ici pour faire tourner le pressoir. Oui, et toujours, il a fermé les yeux. Imagine, parce qu'il va tourner peut-être 1000 fois. Les yeux fermés parce que ça doit le déprimer de tourner. Il va en avoir marre. C'est ça, il va avoir. Comme ça. C'est ça. C'est trop bien. Ça, c'est une des rues principales? Oui. Alors là, nous sommes devant la Blue Vieille Café dans la vieille ville. On s'appelle Kahwet Badra. Il est très beau. Et donc là, ici, on vient prendre un thé, un petit café, un petit narguilé. Oui, jouer aussi avec les cartes, avec les bions, et tu vois les grands comment ils jouaient. Ça joue, ça joue. Il est très beau. Oui, très beau. Et tous les grands, ils aiment bien toujours s'asseoir là, prendre un petit thé. Un petit thé, un petit café, un petit argilé, ou tu vois. أتمنى لك سفراً سعيد. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je te souhaite bon voyage. Ben merci, je vais continuer mon voyage. Puis je te remercie vraiment de m'avoir fait découvrir ta ville. C'est vraiment une très très belle ville. Merci pour votre venir à Hébron. Vous êtes le bienvenu toujours à Hébron. Merci Khouloud. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Direction Ramallah. Et passage d'abord par une école de la ville où l'on apprend le français. Bonjour. Bonjour madame. Comment ça va? Ça va bien, merci. Et vous? Ça va bien, merci. Aujourd'hui, on va continuer. Nour, la professeure, fait vibrer la langue française dans sa classe. Ici, on bouge, on fait des jeux et on chante en français. Je suis née en Europe, en France, moi en Océanie, francophonie, mélodie, francophonie, c'est ma vie. Moi, j'aime transmettre la connaissance de la langue française, la culture française et aussi la culture francophone. Siwar, tu aimes le français? Oui. Alors, pourquoi? J'aime le français parce que c'est facile, c'est amusant et j'aime le prof. Merci. J'utilise beaucoup de stratégies, de variations, des jeux, de chansons, aussi des activités de mouvement. Alors, le français leur aide à s'exprimer et prendre confiance en soi devant les autres. Présente ta famille, Massa. Salut, je m'appelle Massa. Ma mère s'appelle Samaher. Mon père s'appelle Tara. J'ai une sœur qui s'appelle Nour et deux frères qui s'appellent Amr et Ahmad. Voilà, c'est ma famille. Et apprendre une seule langue, ne suffit pas. Et il faut prendre plusieurs langues
Et ça aide aussi d'apprendre d'autres langues étrangères, comme par exemple l'italien, l'espagnol, etc. Le ministère palestinien de l'Éducation a mis l'apprentissage des langues au cœur de ses priorités. Le français, lui, est enseigné dans 83 écoles publiques de la Palestine. Iman est inspectrice de français dans la région de Ramallah. Avec les enseignants, elle fait en sorte que l'innovation pédagogique soit au cœur des cours de français. C'est important d'attribuer une importance à l'enseignement de français en Palestine parce que ça élargit quand même les perspectives des peuples palestiniens et en particulier les apprenants, soit dans les écoles, soit dans les instituts, soit aux universités. Et ça leur permet quand même d'assurer des opportunités de voyager pour poursuivre leurs études ou pour des raisons touristiques, soit en France ou dans le monde francophone. Qui veut des brognons? Qui veut des brognons? 50%. Ramallah est l'une des villes les plus bouillonnantes de Palestine. Avec ses commerces et ses marchés, on ne se lasse pas de regarder ce qui se passe dans ses rues. Ramallah est aussi une ville festive qui vit beaucoup la nuit. C'est en plein cœur du centre-ville que je vais rencontrer Gaëlle Bessona, qui s'occupe de la coopération éducative au consulat de France à Jérusalem. Avec elle, j'ai envie d'en savoir plus sur la place de la langue française dans les écoles de Palestine. Salut Yvan! Salut Gaëlle! Ça va? Ça va bien? Tu m'accueilles dans un bel endroit, on est là en plein centre de Ramallah. J'ai vu en arrivant ici, la ville est en pleine expansion. Tout à fait. Donc Ramallah, c'est le cœur politique et le cœur économique de la Palestine. C'est la plus grande ville de Palestine d'ailleurs. C'est une ville qui bouge, qui se développe énormément ces dernières années. Voilà, c'est une ville dans laquelle on vient souvent parce qu'on travaille avec énormément d'institutions basées à Ramallah. Quelle est la place de la langue française ici en Palestine? Alors le français est la deuxième langue vivante enseignée dans le système scolaire palestinien et à l'université. Après l'anglais? Après l'anglais. L'anglais est obligatoire? Voilà, c'est ça. Donc il y a une histoire de la présence de la langue française dans les écoles ici en Palestine? Tout à fait. Donc, il y a d'abord une histoire ancienne avec les écoles privées qui sont essentiellement chrétiennes et qui enseignent le français depuis des décennies parce qu'elles ont été créées par des congrégations religieuses francophones ou même françaises. Et dans les écoles publiques, le français est enseigné depuis 25 ans et c'est grâce à une coopération assez soutenue entre le Consulat général de France à Jérusalem et le ministère de l'Éducation palestinien. Quel est l'intérêt pour les Palestiniens d'apprendre aujourd'hui le français? Alors de facto, la plupart des Palestiniens maîtrisent 2 ou 3 langues. Alors évidemment l'arabe, l'anglais et puis ensuite une troisième langue, voire une quatrième langue, voire plus. Et c'est une ouverture sur le monde. Et pour le français, une mobilité académique et professionnelle bien plus importante. Et vous avez même ouvert un lycée français ici à Ramallah. Tout à fait. Donc le lycée français international de Ramallah a ouvert ses portes en 2017 et je te propose d'aller découvrir cet établissement. Avec plaisir. On y va. Attention, on change de maison. Alors Yvan, voici le lycée français international de Ramallah. Il est tout neuf. Il est tout neuf, il a fait sa première rentrée en 2017 et je te propose maintenant d'aller dans une classe. De quel niveau? Une classe de CE2. D'accord. Le tout nouveau lycée français de Ramallah est géré par la mission laïque française. Il a été fondé dans le cadre d'un accord entre la France et l'autorité palestinienne. Dès la maternelle, les enfants sont scolarisés en français. Ici, 80% des élèves sont palestiniens. Si le programme scolaire est français, les enfants parlent aussi l'arabe et l'anglais. Donc là, on va dans une classe de CE2. Oui, c'est ça, avec Diana, que je vais te présenter. D'accord, il y a des enfants partout. Bonjour. Bonjour. Je te présente Diana, qui est enseignante en CE2. Bienvenue. Merci, enchanté Diana. Je peux regarder ton cours, comment ça se passe? Oui, bien sûr. Merci. Merci Gaëlle, salut, à bientôt. Bonjour. Maîtresse, je pense qu'on... Qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qu'on voit? La carte de France. Qu'est-ce qu'on doit trouver alors? Les villes, avec les numéros. D'accord. On doit trouver les villes
en utilisant ces dessins, d'accord? Plus compliqué, hein? Prête? Oui. C'est où? Amiens. Ça. Eh, pas mal. Comment tu t'appelles? Sarah. Sarah. Bravo Farah, tu es très forte. Diana, tes élèves, ils sont très doués en géographie. Très fort, oui. Toi, tu enseignes toutes les disciplines ici en CE2. Oui, la géographie, les maths, sciences aussi, sport, parfois le français et l'arabe aussi. Et l'arabe aussi. Qu'est-ce qu'on doit faire ici? Alors c'est 8. Oui, c'est numéro 8 alors. Les élèves ici, ils sont de quelle nationalité? Égyptienne, palestinienne aussi. Allemand aussi. Palestinien. Oui, palestinien. Jordanien aussi. Oui, c'est un lycée international. Pourquoi c'est important d'avoir un lycée français à Ramallah? Parce qu'il n'y a pas de place qui enseigne la langue française comme une langue principale. Parce que c'est toujours les Français, on parle toujours en français. Après, s'ils vont décider d'aller étudier en France ou d'un pays qui parle français, c'est vraiment très important. Alors, c'est moi qui pose des questions. Ok? C'est mieux. Vous êtes prêts? Oui. Vous voulez quelque chose de facile ou Non. Ah, difficile? Difficile. Difficile. Oui. Où est l'Égypte? Côte d'Ivoire. Et c'est où la Palestine? Là. Ok. Merci les enfants. Salut. Merci, je continue le voyage. Ciao. Je me rends à Bir Zeit, à quelques kilomètres de Ramallah. C'est là que se trouve au sommet d'une colline le très beau musée palestinien. Les formes en zigzag de son architecture et ses jardins à flanc de colline s'inspirent des terrasses agricoles environnantes pour souligner le lien avec la terre et le patrimoine palestinien. Pour découvrir le musée, j'ai rendez-vous avec sa directrice, Adila Laïdi Agné. Bonjour Adila. Bonjour Yvan, je suis très contente de vous accueillir au musée palestinien. Il est magnifique ce musée. Pourquoi il était important de créer un musée palestinien en Palestine? C'est très important de donner de l'espoir aux jeunes, de donner de l'espoir aux artistes et aussi de faire connaître notre histoire et de l'étudier et puis de créer un espace de réflexion aussi. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans le musée? On trouve une exposition temporaire qui change chaque année sur des sujets donnés sur la culture et l'histoire palestinienne. Et puis nous avons aussi beaucoup de dons de collectionneurs d'objets d'art ethnographiques qui sont plutôt dans la salle des réserves. J'ai entendu dire que vous avez une collection de robes et de broderies tout à fait exceptionnelle. Oui, absolument. Nous sommes très heureux d'avoir pu rapatrier en Palestine la dernière collection de robes palestiniennes historiques qui est encore entre mains privées, qui se trouvait encore en mains palestiniennes et pas dans des musées occidentaux, et on a pu la ramener l'an dernier des États-Unis. Tu me montres cette Oui, collection? on y va. On y va. Alors là, on rentre dans les coulisses du musée. Oui, dans la salle des réserves. On appelle ça la salle des réserves. Il faut mettre des gants. Il faut mettre des gants pour toucher certains objets. Et donc, quand on parle de costumes palestiniens, on parle de costumes ruraux, faits dans les villages, à l'exception de cette robe, qui est une robe urbaine de Jérusalem, et donc qui est en velours brodé or, qui était portée donc par les élites urbaines palestiniennes. Donc il y a une robe par région. Oui, exactement. Ce sont des habits de tous les jours ou c'est... Ce sont des habits de tous les jours. Ça, c'est une robe de Ramallah. Les robes de Ramallah sont très connues pour être faites en lin. Ça, c'est tout à fait Ramallah. C'est les seuls qui portent ce genre de robe blanche, enfin écrue, avec la broderie rouge. C'est-à-dire qu'un Palestinien, par exemple, qui découvre une robe, il sait absolument d'où vient la personne parce que les motifs sont les mêmes, c'est ça? Oui. De la région. Cette robe est intéressante. Toutes les robes avec les broderies bleu marine sont des robes de veuve. Et là, on voit que elle est en train de signaler qu'elle est prête à se remarier. Donc elle a fait un petit dessin en rouge et elle a ajouté un liseré rouge. Et donc en fait, chaque robe, c'est l'histoire d'une femme. Oui, exactement. C'est elle-même qui les brodait ou il y avait des brodeuses? Ah oui. À l'époque, chaque femme cousait sa propre robe. Et c'est pour ça qu'il y a eu une forte localisation des motifs et des styles. Et vous avez différentes robes pour différents moments de la journée. Tout est très coloré. Et en fait, ça faisait partie du trousseau qu'on préparait toute sa vie.
Adila me présente ensuite la collection de photos de la Palestine prises par différents photographes français au début du XXe siècle. Elle me montre enfin l'exposition temporaire consacrée à la bande de Gaza. Je suis impressionné par les dispositifs numériques et les plateformes en ligne qui permettent à la diaspora palestinienne de découvrir les richesses du musée à distance. Il existe un autre lieu culturel étonnant à Ramallah. C'est le tout nouveau Institut culturel franco-allemand, inauguré il y a quelques mois. Le Goethe-Institut pour l'Allemagne et l'Institut français pour la France travaillent ensemble dans la ville depuis 2004. Ils ont décidé de fusionner en créant un tiers-lieu qui comprend une bibliothèque avec divers médias en allemand, français, anglais et arabe. On peut suivre des cours de français et d'allemand, se détendre aux cultures cafés et surtout avoir un accès à des espaces de travail pour créer des rencontres informelles et des projets collectifs. Ces espaces communautaires sont rares dans les territoires palestiniens, mais ils sont très demandés. Katharina est la co-directrice allemande, Stefano, le co-directeur français. Pour eux, ce lieu est avant tout une passerelle avec l'Europe. Ici, on se trouve dans le cœur de Ramallah. On peut montrer cette présence européenne et nos intérêts de tendre la main donc, à la scène culturelle et la société civile en général en Palestine à entrer dans un échange avec nous, soit avec des artistes européens, donc français, allemands, mais ça peut aussi être d'autres pays de l'Europe. Pourquoi j'aimerais avoir le même téléphone? Dites en classe. Il y a souvent cette interrogation, pourquoi un centre franco-allemand? Donc c'est souvent le bon prétexte pour démarrer une conversation, pour expliquer notre présence, nos actions, notre offre de cours aussi. On a quand même évolué vers un nouvel espace plus ouvert, plus accueillant. Et on est passé d'un centre qui était, in fine, un centre de langue à un véritable espace de culture, de liens, de rencontres. C'est ici que je vais me transporter de manière virtuelle dans la bande de Gaza, un territoire où il est très difficile de se rendre. Je veux échanger en visioconférence avec Iyad, un jeune cinéaste palestinien de Gaza qui a fait ses études en France. Il a conçu une série intitulée Gaza Stories. Dans ses vidéos sous-titrées en français, il raconte de manière positive et personnelle les histoires que vivent les habitants de Gaza enfermés dans leur territoire. Architecture, art urbain, agriculture, tout est bon pour montrer dans ces vidéos diffusées sur Internet une autre réalité de la vie des Gazaouis. Iyad m'attend derrière son écran dans les locaux de l'Institut français qui le soutient activement dans la production et la promotion de ses vidéos. L'Institut français est le seul centre culturel européen installé à Gaza, au cœur de ce territoire palestinien totalement coupé du monde. Salut Iyad. Salut Yvan. Ça va? Bonjour. Ouais, ça va et toi? Alors comment ça va à Gaza? Malheureusement, je ne peux pas te voir, je suis à Ramallah. Comment ça se passe chez toi? Bah écoute, il est bienvenu vraiment à Ramallah, donc moi ça va un peu ici à Gaza. Toi, dans tes vidéos de Gaza Stories, qu'est-ce que tu essayes de transmettre? J'essaie vraiment de montrer Gaza autrement. De montrer Gaza qui est connu pour tout le monde comme un champ de ruines, comme une région déstabilisée, comme un territoire qui est connu politiquement avec plein de problèmes. Donc voilà, j'essaie vraiment avec Gaza Stories de montrer Gaza autrement à travers les talents, à travers les exemples de réussite qu'on ne voit pas, qu'on ne lit pas dans les journaux internationaux. C'est mon rôle d'utiliser l'audiovisuel avec la langue française pour transmettre vraiment la vie quotidienne à Gaza, malgré tout. Tu as plus de 200 vidéos aujourd'hui qui sont sur les plateformes. Quelles sont les réactions des gens qui regardent tes vidéos? Est-ce que tu as des retours de ça? Donc souvent, vraiment, je reçois des réactions très très positives par rapport à ce que je présente à travers de Gaza Stories, parce que voilà, Gaza elle est déconnectée du monde entier, donc très compliqué que les étrangers viennent ici à Gaza, mais quand je montre vraiment ces vidéos à travers les Gaza Stories, du coup là, la vision et l'idée se changent chez ces gens qui reçoivent les vidéos sur Gaza, et ça me permet aussi de montrer Gaza comme je le vois. Ouais, tu es très en lien avec l'Institut français de Gaza, qui est le seul centre culturel européen. Qu'est-ce que la langue française t'a apporté dans ta vie? Et moi, personnellement, la langue française m'a permis de suivre mes études en France. C'était en Corse, dans l'île de Boété, donc c'est mon deuxième pays après la Palestine. Donc ça me permet d'apprendre le cinéma là-bas.
À ce moment-là, donc j'avais vraiment deux options. L'option de la langue française et l'audiovisuel, le cinéma. Donc j'ai travaillé sur les deux disciplines en même temps et voilà. La langue française, c'est quelque chose de très très important pour moi et pour nous les Palestiniens, les langues étrangères sont vraiment très très importantes parce que c'est le seul moyen aujourd'hui, quand on vit sur le blocus de Gaza, c'est le seul moyen pour nous de communiquer avec le monde à travers les langues étrangères. Si tu avais un mot préféré en français, Yad, ce serait lequel ? Pour moi, peut-être le mot le plus proche de mon cœur, c'est la diversité, parce que la diversité, elle signifie vraiment beaucoup de choses importantes pour nous, l'être humain. Donc, avoir la diversité dans sa culture, dans ses relations avec les autres, vraiment, c'est quelque chose qui peut vraiment développer le sens humain chez nous. Merci beaucoup, Yad. Et tu sais quoi, j'espère un jour te voir en vrai et te saluer en vrai. Moi aussi, vraiment, j'aurais vraiment souhaité que tu viennes ici à Gaza pour vraiment voir, rencontrer les gens, pas que Iyad, pour voir vraiment cette simplicité chez les gens, parce que voilà, et la générosité bien sûr des Gazaouis, parce que les Gazaouis, donc c'est pas vraiment comme on entend vraiment dans le news, les Gazaouis vraiment sont des gens très très sympas et très curieux vraiment de découvrir l'autre. Il faut garder l'espoir. Merci beaucoup, Iyad. Merci. Merci. Salut. Ciao. Salut. Au revoir. Je termine mon voyage en francophonie palestinienne sur cette note d'espoir exprimée par Iyad. Malgré le contexte difficile, j'étais très surpris par l'accueil, par la gentillesse des Palestiniens dans toutes les villes que j'ai traversées. Ils adorent vous présenter leur culture et leurs traditions et j'ai été très surpris aussi par leur ouverture sur le monde francophone. Alors je vous invite à aller au-delà des images qui sont diffusées sur cette partie du monde et venez rencontrer le peuple palestinien. Vous ne serez pas déçus. Nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle destination et d'ici là, portez-vous bien où que vous soyez sur la planète francophone. Salut!